La mort de 3 militantes kurdes tuées d'une balle dans la tête à Paris provoque l'indignation. Les assassinats surviennent alors que le processus de paix entre les autorités turques et les Kurdes vient d'être relancé. Spontanément, des centaines de Kurdes se sont massés devant l'immeuble. Hier à la mi-journée, les 3 femmes se rendent au centre d'information du Kurdistan, un local associatif situé dans le 10e arrondissement de Paris. Le 9 janvier 2013, en plein cœur de Paris, Sakine Jansus, Fidan Doğan et Leyla Şailemez ont été exécutés dans le 147 rue Lafayette, au centre d'information du Kurdistan. Donc tout à l'heure, comme je l'ai décrit, Sakine Jansus était une des cofondatrices du mouvement de libération du Kurdistan, une légende vivante de la résistance dans les geôles de Diyarbakir. Et c'était une tête idéologique, on va dire, du mouvement de libération du Kurdistan. Fidan Doğan, elle était représentante du Congrès national du Kurdistan en France. Et c'était une jeune diplomate kurde, on va dire, qui s'était engagée activement dans la politique dès son plus jeune âge, vers ses 18 ans. Et donc qui avait décidé de militer pour le droit du peuple kurde, pour la reconnaissance de la question kurde, et aussi qui militait pour les droits des femmes kurdes. Fidan Doğan, c'était une fille, une jeune femme qui était très connue en fait des acteurs politiques, notamment en France, mais aussi dans les instances internationales, au Conseil de l'Europe, mais aussi au Parlement européen. Et elle faisait aussi un travail de terrain, donc auprès des ONG, des forces anticapitalistes, anticolonialistes. Donc elle était aussi sur le terrain, mais aussi sur la plateforme politique. Et Leyla Şailemez, c'était une jeune activiste du mouvement de la jeunesse kurde. Donc comment décrire ces femmes-là? C'était 3 générations. 3 générations du mouvement de libération du Kurdistan. La première, c'est l'histoire du Kurdistan, l'histoire du mouvement, l'histoire du Kurdistan à travers Sakine Jansus. La deuxième génération, c'est la génération qui est le pont en fait entre l'histoire du Kurdistan, la résistance du Kurdistan, qui est la voix en fait du peuple kurde, vers l'opinion publique internationale, vers pays dans le monde, en fait, pour représenter un peu les revendications, être la porte-parole des revendications du peuple kurde. Et la troisième génération, c'est l'avenir du Kurdistan, c'est la jeunesse. C'est les ambitions, c'est les objectifs, c'est les utopies, c'est l'avenir du Kurdistan en général. Agar le Paris ajiam, le har kolanek namamekum de soutand. لهر شقامێک جامی ماشێنێکم دەشکاند بە بۆیی هەمەڵشنی سوور جامخانەی هەموو مارکێتەکانم ئەنووسی و فڵچەکەی سلڤادۆر دالی مەهێنا و خان و بەخانووی ئەو شارم لە سوور هەڵەکێشا و دار و بەردی شانزلیەم وەک بەردێکی خوێناوی سەر لووتکەی قەندیل دوای شەهیدبوونی هەر گەریلایە دەنەخشاند Pour les femmes kurdes, pour le peuple kurde aujourd'hui, ce qui s'est passé le 9 janvier 2013 n'était pas une coïncidence. Parce que ça s'est passé juste au moment où les pourparlers avaient recommencé entre Erdogan et Abdullah Öcalan. On sait qu'avant ces pourparlers-là, il y a eu aussi les pourparlers d'Oslo, qui ont été entravés en 2011, avec de nouvelles provocations, des actions de provocation en Turquie notamment. Et en 2013, ce qui s'est passé, c'est que ces pourparlers ont été entravés et sabotés justement par ce triple assassinat. Donc ce triple assassinat, c'est un crime politique en fait. C'est directement lié à un État. Pour le peuple kurde, c'est relié à un État. Aujourd'hui, 3 ans après les faits, il y a eu une instruction, il y a une enquête qui s'est terminée. On attend qu'il y ait le procès. Ce qui s'est passé pendant ces 3 ans d'enquête, c'est qu'au final, la justice française, la juge de l'affaire, a pu, selon ce qu'on a vu dans la presse, souligner ou signaler la présence des services secrets turcs en relation avec le présumé meurtrier Ömer Güney, qui est actuellement incarcéré. C'est une première en France. On sait que c'est une première parce qu'en France, à Paris, 25 crimes politiques ont été perpétrés dans l'histoire et jamais été élucidés. Et aujourd'hui, pour la première fois dans une affaire de crime politique, on voit quand même la trace des services secrets du mythe. 3 militantes kurdes assassinées en plein Paris.
fois que le MIT vous serez vengé sur ma vie. Oui, sur ma vie, vous êtes des martyrs. Vous êtes partis, qui s'attendent au pire. Et yo, Sakine, Leila et Fidan, on vous oublie pas. Vous êtes nos rivales, nos compatriotes, nos militantes. Pour certaines des sœurs, pour certaines des tantes. Bien sûr que les commanditaires ils n'ont toujours pas été identifiés, mais il y a une trace aujourd'hui qu'il faut approfondir, mais il faut aussi définir le rôle des États occidentaux, des services occidentaux qui normalement auraient dû être conscients, être informés de la présence d'un autre service sur leur territoire. Parce qu'on sait que le 147 rue Lafayette était 24 heures sur 24 sous la surveillance de la DCRI. Je terminerai en rappelant la position claire et constante de la France concernant le PKK. Cette organisation est inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et les conditions qui ont présidé à son inscription restent valables. Aujourd'hui, défendre ses droits, défendre les droits du peuple kurde, comment peut-on considérer ça comme étant du terrorisme? Excusez-moi. Nous avons qualifié juridiquement d'acte de terrorisme et ils ont été poursuivis sur Écoutez, vous avez suivi la voix des Américains. Non, c'est eux qui ont fait la pression sur l'Europe pour mettre le PKK sur les... Parce que l'Europe ne le voulait pas. En tant que juge, moi je suis indépendant et je tirais pas mes instructions. Monsieur Breuer, vous ne vous souvenez pas de moi. Vous m'avez interrogé pendant 3 heures. Vous avez essayé de me coller cette... Vous vous souvenez pas peut-être. Si. Voilà. Et comment ça se fait que le 9 janvier 2013, entre midi et 1h30, il n'y a rien? Aucune surveillance, rien. Où sont les caméras? Où sont les personnels? Où est le personnel qui, normalement, 24 heures sur 24, suit ces personnes-là? Parce que Sakine Jansos, c'était une personne qui était sur Interpol déjà, et qui était suivie par les renseignements français, mais aussi par les renseignements allemands. Fidan Doğan, elle était pratiquement, à cause de son poste dans le centre d'information du Kurdistan, inclus dans tous les dossiers où les politiciens kurdes étaient arrêtés ici et qui ont été vus dans la cour à Paris, et donc qui était bien sûr qui était tout le temps sous le marquage des renseignements généraux. Et Leila Chailemez, dû à sa relation avec ses 2 amis, peut-être qui était sous le marquage aussi de cette surveillance. Comment ça se fait que dans ces conditions-là, ce jour-là, comme par hasard, le 9 janvier 2013, cela a échappé au service des renseignements? Et on sait que dans les vidéos d'audio enregistrés qui ont apparu sur YouTube en janvier 2014, que la voix a été authentifiée ou semi-authentifiée, on va dire, qu'elle appartient à Mergunet, le présumé meurtrier, que celui-ci dit « j'ai l'impression de m'être fait repérer par les services ». Et là, on se pose des questions. Tous les amis, tous les camarades de Sakine, Rocheville et Leila, devant le 147 rue Lafayette, où exactement 3 ans auparavant, elles ont été sauvagement assassinées en plein cœur de Paris. Nous vous promettons aujourd'hui, nous vous promettons que nous allons être votre voix dans le monde, face à l'opinion publique internationale, pour continuer cette lutte. Les martyrs ne meurent pas. Depuis 3 ans, chaque mercredi, il y a eu des actions qui se sont répétées et qui continuent. Il y a eu des marches de la rue d'Anguin de l'association, ici, jusqu'au 147 rue Lafayette, tous les mercredis pendant 3 ans. Cette année, à la 4e année, c'est-à-dire la commémoration, on a décidé de protester devant l'Assemblée nationale. Parce que maintenant, nos interlocuteurs, c'est l'Assemblée nationale. On attend le procès, alors on attend une déclaration de la justice française. On a observé aussi une position très inéquitable de la part de l'État français, du gouvernement français, parce que les familles, malgré le fait que ces 3 personnes ont été assassinées sur le sol français, les familles n'ont toujours pas été reçues par le gouvernement. N'ont toujours pas été reçues, n'ont jamais été écoutées. Pourquoi? Pourquoi un embargo politique? On se pose la question. Et là, qu'est-ce qu'on se dit quand on répond nous-mêmes? On se dit que c'est directement lié aux intérêts de la France avec la Turquie, parce que ce sont des États amis. Donc la France n'enfreindra jamais ses relations diplomatiques avec la Turquie, parce qu'ils ont des relations d'intérêt économique, d'intérêt politique, qu'ils répètent à chaque fois qu'ils le peuvent quand ils se rencontrent officiellement. De là, le fait que pèse une ombre sur cette affaire, et que nous, on va continuer à éclaircir. La prochaine étape, c'est le procès. On attend une date pour le procès.